Il y a Pascal qui est là. Il y a une dernière personne, ouais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour votre toute première conférence panel de cette journée d'Expo Favela Innovation. Fabriquer de nouveaux récits depuis les marges. Et je vous prie de bien vouloir faire un tonnerre d'acclamation pour vous-même, cher public. Bienvenue pour cette seconde journée d'Expo Favela Innovation. Je voulais qu'on puisse remercier toute l'équipe avant de démarrer. La régie, l'équipe de Karina, un grand tonnerre d'acclamation pour Karina qui est présente dans la salle. La fondatrice du salon. Et bien évidemment, maintenant, vous allez passer au panel. Un panel exceptionnel qui sera animé par mon ami Alain Bidjek sous vos acclamations. Pascal Obolo. Celui qu'on ne présente plus, Fred Ebami. Et mon ami Nadir Youlin. Je vous souhaite une excellente journée. Moi-même, c'était Guy Inchot. Je serai là à chaque fois pour présenter vos prochains panels. On se retrouve dans quelques heures pour la suite. Alain, c'était un plaisir. Je te laisse le micro. Bonjour, Théâtre de la Concorde. Bonjour. Vous êtes réveillés ou vous n'êtes pas réveillés? J'ai l'impression que samedi matin, c'est un peu... Vous avez dansé hier soir, hein, c'est ça. Bienvenue au Théâtre de la Concorde pour cette première table ronde, ce panel, fabriquer des nouveaux récits à partir des marges. Donc, je m'appelle Alain Bidjek, je suis votre modérateur. Je vais vous accompagner pendant toute cette table ronde. Donc, je suis fondateur d'un projet qui s'appelle le MOCA, consultant en ingénierie culturelle et sustainability. Et j'ai l'honneur d'être entouré de 3 profils exceptionnels. Et puis, avant de les présenter, je vais d'abord introduire un peu cette thématique assez importante. Parce que hier encore, j'étais là hier matin, on parlait de la culture, du rôle politique de la culture et de son impact, en fait. Et ce qui revenait souvent, je me rappelle bien, c'est la question du récit. De comment est-ce que finalement on transforme ces narratifs, parce que lorsqu'on parle des favelas, on parle des quartiers, on parle des médinas, des périphéries, et donc des marges. Et finalement, ces marges, souvent on ne voulait pas les voir, ces populations qui venaient de là, on ne voulait même surtout pas les entendre. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que ces populations parlent. En plus de parler, elles inventent, et en plus de ça, elles inspirent. Et quand on regarde la puissance qu'a emmené le hip-hop et la transformation qu'a emmené le hip-hop dans le paysage mondial, vous avez une idée de quoi je veux bien parler. Eh bien, pour aborder tout ça, donc, je vais vous présenter nos 3 panélistes exceptionnels. Donc, tout d'abord, Pascal Obolo. Je vais d'abord les présenter, après ils vont vous dire les choses, parce qu'on a 1 heure, c'est tight, donc on a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais aller un peu droit au but sur qui sont nos panélistes. Pascal Obolo est commissaire d'exposition indépendante, directrice de publication de la revue Africada, que tu vas nous présenter tout à l'heure, et également co-directrice de Miss Reed, l'Art Book Fair de Berlin. Et puis nous avons à côté donc Fred Ebami, artiste, pop art artiste, franco-camerounais. Et en plus d'être un artiste pop art, tu emmènes un regard un peu particulier, disruptif, novateur, à travers le digital. Je te laisserai en parler tout à l'heure de tout ce que tu emmènes aujourd'hui et comment tu renouvelles en fait l'imaginaire des populations issues des diasporas et pas que, de tous ces récits notamment. Et puis nous avons avec nous, quand on parle de récits, nous avons des scénaristes, ceux qui font des films, les séries, ceux qui transforment les imaginaires à grande échelle. Nadir Youlin, scénariste, réalisateur, et puis également aussi, depuis quelques années, concepteur d'expériences immersives. Je te laisserai nous raconter comment tu utilises la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour changer les regards sur ces quartiers. Et tu es également créateur du festival des cités fantastiques. Voilà. Je vous demande de les applaudir tout d'abord.
En guise d'introduction, je voudrais que chacun d'entre vous nous raconte un peu ce qui vous a donné l'impulsion de raconter à vos manières vos récits. Pascal. Tu es à côté. 1, 2, 1, 2. Merci en tout cas, merci pour cette belle invitation, Alain. Et c'est vrai que la réappropriation des récits, le fait de réinventer des imaginaires, c'est quelque chose que je trouve aujourd'hui très crucial et central, surtout pour des personnes issues des minorités où longtemps les récits ont été effacés, les récits ont été invisibilisés. C'est-à-dire que moi qui travaille plutôt dans le champ de l'art contemporain, quand on voit en fait ce qui était enseigné en fait dans l'histoire de l'art, on pouvait en fait transmettre une histoire de l'art avec 0 artiste issu des diasporas ou ce qu'on appelle le Global South. Comment raconter en fait une histoire de l'art où en fait ces populations-là ne sont pas là, mais en même temps ils produisent, ils existent, ils inspirent, comme tu disais si bien. Du coup, c'est vrai que moi je viens plutôt de la culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, on dit souvent en fait, on disait souvent, quand on n'est pas content d'une situation, just do it, fais-le toi-même. Et fais-le toi-même, mais en transformant en fait la société dans laquelle tu vis. Et en fait, c'est comme ça en fait que moi j'ai toujours fonctionné dans le sens où effectivement, quand je vois que je suis pas content d'une situation, et ben j'essaie de produire des outils qui en fait permettent cette transformation-là. Moi, j'ai grandi en fait avec Revue Noire, et Revue Noire, c'est une revue qui a été créée en fait dans les années 90 par un curateur noir qui s'appelle Simon Djamil, qui est d'ailleurs un des premiers curateurs noirs à avoir fait une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait Africa Remix. Donc c'est pas non plus le Paris noir comme on voit aujourd'hui, où justement on raconte un nouveau narratif en disant qu'on serait les premiers à avoir fait venir en fait à exposer des artistes noirs au Centre Pompidou, alors qu'avant il y a eu en fait un curateur noir qui a exposé des artistes africains et de la diaspora. Donc cette histoire de trouver un espace de résistance, un espace qui nous permette en fait de nous raconter, c'est quelque chose qui est vraiment très importante. Effectivement, ayant grandi avec Revue Noire, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à découvrir des artistes sur le continent africain, mais pas que, des Caraïbes aussi. Revue Noire s'est arrêtée et pendant un certain temps, il n'y avait plus rien du tout en France. Mais en même temps, il y avait de plus en plus d'artistes qui produisaient énormément, avec des nouvelles pratiques artistiques, avec des nouveaux récits. Et les magazines d'art ne voulaient pas en fait parler des travaux de ces artistes-là. Et donc du coup, on a fondé Africada. Et Africada, en fait, c'est une revue qui est assez conceptuelle dans le sens où c'est une des seules revues qui est dirigée par des personnes racisées uniquement. On a une petite maison d'édition aussi. Et la revue, en fait, on travaille pendant 1 an avec des chercheurs, des activistes et des commissaires d'exposition. Et à partir de ça, en fait, on expose le contenu de la revue. Parce qu'à l'époque, quand on a commencé Africada, il y avait très peu de musées qui voulaient exposer des artistes noirs en France, très peu de centres d'art. Et du coup, on n'avait pas trop le choix. On était obligés, en fait, les artistes dont on défendait en fait dans la revue, on était obligés, en fait, quelque part, de les exposer pour mieux les faire comprendre et puis aussi qu'ils puissent rencontrer un public avec lequel, en fait, il était important de dialoguer. Et quelque part, la question de l'édition, elle est pour moi fondamentale parce que aussi, quand on regarde l'histoire de l'art premier africain, où la plupart en fait de nos objets se trouvaient en Occident, la majorité des gens qui ont écrit en fait sur cette histoire, c'est beaucoup d'Européens, très très peu en fait d'Africains, et c'est pour ça que en ce qui concerne l'art contemporain, nous on encourage. Tu as oublié de mentionner pour moi quelque chose qui est vraiment central, qui est très important, beaucoup plus important que Miss Reed à Berlin, mais l'African Art Book Fair, c'est une foire d'édition qu'on organise en fait tous les 2 ans pendant la Biennale de Dakar pour soutenir en fait les éditeurs qui sont sur le continent, mais pas que, et créer en fait des liens entre Sud-Sud
et voir en fait ce qui se produit, ce qui se pense en ce qui concerne en fait l'art contemporain, mais pas que, et tout ce qui est comment aussi le rôle que l'art peut jouer dans l'espace politique et dans nos sociétés. Et ça, c'est dans un premier temps, c'est ce que je voulais en fait partager comme expérience, parce que quelque part, on a cartographié dans différents pays sur le continent. Il y a encore des pays qui n'ont pas, en fait, il n'y a pas de maison d'édition sur l'art. Je parle d'art, hein, pour écrire sur des artistes contemporains. Et en même temps, il y a d'autres pays comme l'Afrique du Sud qui sont très très en avance, où on publie énormément. Il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent le livre comme objet d'art. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette plateforme, de se retrouver tous les 2 ans, d'encourager, de soutenir, parce que l'édition, c'est la solitude. Et le fait de voir qu'il y a d'autres gens qui, avec très peu de moyens, produisent, bah, ça encourage. Et puis il y a des artistes qui viennent aussi, qui viennent voir des éditeurs en disant voilà, j'aimerais bien être publié, que mon travail puisse être reconnu. Parce que si on n'écrit pas sur ton travail, tu n'existes pas et tu ne rentres pas dans l'histoire de l'art. Et en ça, c'est important. Merci Pascal pour cette très très belle introduction d'ailleurs qui pose bien les enjeux. Je me tourne vers toi Nadir pour en revenir à nos réalités ici en France aussi, parce que justement avant d'aller sur l'international avec notre cher Fred... Je suis là, je bouge pas. Tu bouges pas. Et justement, je voudrais que tu nous dises un peu, toi aussi, à ta manière, comment finalement cette impulsion est venue, et puis surtout comment tu utilises aussi cette puissance en fait, en termes d'inspiration pour créer justement ces nouveaux récits. Et comment tu alimentes aussi bien tes films, parce que nous, on s'est connus il y a plus de 10 ans. À l'époque, j'étais que réalisateur, et puis après, je t'ai trouvé sur Nouvelle Casquette. Donc, comment justement tu as cheminé, comment s'est passée ton évolution là? Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Je pense qu'on a tous en commun finalement la culture hip-hop, où de manière organique, tu sais, tu es alimenté par différentes choses, hein, tu samples à différents éléments qui t'ont percuté et tu les réinstrumentalises pour ta propre vision. Ce qui s'est passé... c'est que je faisais des films ou des séries que je continue à faire de manière indépendante ou dans le système. Mais il y a évidemment les écueils, le cinéma, les temps de financement, c'est très long, etc. Et il y a aussi une dimension où quand tu veux raconter des choses, il y a soit le fait d'être ostracisé ou que les narratifs soient réécrits. Donc ça, c'est fatigant, tu dois te battre face à ça. Et il y a aussi, pour moi, quelque chose de un peu plus dangereux, entre guillemets, c'est quand les propres histoires sont racontées, mais quelque part travesties, quoi. Voilà, ça devient très cosmétique, ça devient de la comédie loufoque. C'est pas quelque chose contre la comédie, c'est-à-dire que s'il y avait une pluralité de récits, de façon de le raconter, mais parfois, ton récit, tu dois le faire rentrer dans de la clownerie. Et sortant de plusieurs écritures avec des sociétés de production vraiment du milieu, j'en avais marre parce que à la fin de plusieurs années, on arrivait, au dernier bureau pour avoir les 800 000 € manquants du film. On aime bien, mais du coup, essaye d'essentialiser ça juste en mode comédie. Et à un moment donné, ça correspond pas. Moi, je faisais pas ça pour ça. Donc avec de la frustration, moi je continue à rester dans mon environnement, même si je voyageais beaucoup et que je voyage beaucoup. Mon environnement, j'ai un ancrage fort sur Trappes, La Verrière, où il y a mes studios. Et j'ai toujours voulu agir sur mon environnement, depuis mon environnement. Donc je continue à ça, même les films dans le système, c'était fait pour ça. Et je constatais bien que la fracture liée... Je faisais de la réalité virtuelle depuis plusieurs années. Et je constatais bien le jet lag qu'il y avait de plus en plus fort, notamment à la sortie du Covid. C'était encore, les choses étaient exacerbées entre les opportunités latentes qui sont là, ou même les défis, même pour pas devenir juste un consommateur lié à la tech. On n'était même pas encore dans les LLM et l'IA, il y avait plus encore la VR, etc. Et le fait que les gens,
et notamment les jeunes dans mon quartier, notamment, et dans les différentes, même dans les quartiers nord où on allait à Marseille, ils n'étaient pas du tout, ils n'avaient jamais fait de VR, etc. Quand j'allais dans des collèges ou qu'on demandait à des collégiens de collège UP, est-ce que vous avez déjà fait de la VR, beaucoup levaient la main. Et dans des collèges de ZEP, quasiment personne ne levait la main. Le leitmotiv, ça a été fracturer la fracture numérique, au sens de la tech. Et fatigué de plein de choses à un moment de cinéma, j'avais besoin de respirer. Du coup, j'ai dit, je vais créer un film en VR sur des questionnements qui nous sont propres et qui pouvaient agir sur mon environnement. Au début, c'était sur la question de la backlife, des rodéos urbains en bécane de cross, où il y avait notamment un jeune qui, paix à son âme, qui est décédé juste en face de mon studio en course de bécane de cross brutale, comme ça. Et du coup, j'ai décidé de m'emparer de la VR en me disant, je vais recréer un film sur cette tragédie où on va s'immerger à l'intérieur, un itinéraire qui dure 50 minutes. Alors là, tous les gardiens du temple, ils m'ont dit, mais non, tu peux pas faire ça, 50 minutes, c'est trop long, ils vont pas regarder, mais non, mais ça se fait pas comme ça. Bon, là... et du coup, je suis parti et en fait, je me suis aperçu, en plus, il n'y avait plus du tout de grammaire dans la VR, c'était assez libre. Et pendant un certain temps, j'ai écrit, puis j'ai produit le film. Et tout le monde dit, mais comment tu vas le diffuser? Et moi, je faisais déjà de la VR, on faisait de la création de mondes immersifs en VR. Et du coup, j'ai décidé de faire des projections immersives itinérantes. Et on a commencé à Trappes, 5 jours, 5 quartiers, et on déboulait en bas des immeubles, dans chaque quartier, avec 30 casques VR. Et ça a été un carton. C'était un carton, on avait trop de gens, c'était pas possible. Les jeunes qui étaient en guerre entre quartiers, ils défiaient le couvre-feu de ne pas passer dans l'autre quartier pour venir voir l'expérience. Et en fait, à partir de là, c'est parti. On a continué à faire des expériences. Enfin, cette expérience-là, elle a commencé à tourner. Et du coup, ça a amené le reste des expériences qu'on faisait déjà. Création de mondes immersifs en VR. Et par exemple, moi, mon idée, c'était de t'alphabétiser sur les technologies d'avenir. Comme ça, tu ne vas pas devenir juste un consommateur de ce que Meta va produire. Tu vas voir que tu peux t'emparer de choses fortes. Dernièrement, donc au bout de 3-4 ans, après j'ai fait un deuxième film là, qui est sorti du coup, qui a été diffusé à l'Assemblée nationale. On a fait la plus grosse projection immersive à l'Assemblée nationale en VR, presque 150 casques. Et en fait, pour ramener dans le côté micro, par exemple à Garges, dans une cité très dure, il y avait donc des partenaires que j'ai là-bas qui voulaient faire des choses sur la mémoire de l'esclavage. Et on a fait 2 jours de formation, on formait des jeunes filles à la création de immersive en VR. Et elles ont créé à la suite de ça leur mémoire de l'esclavage, de leur point de vue. Et ensuite, ça a fait une exposition où les gens venaient, prenaient les casques et en immersion découvraient la mémoire de l'esclavage du point de vue de jeunes filles de la cité Dame Blanche Nord à Garges. Et là, pour moi, c'est-à-dire que c'était un pari gagné, parce qu'on leur a fait faire plein d'expériences différentes, du gaming, du sport, les films que je faisais, les expériences que je faisais, mais le but, c'est de leur donner les codes et de savoir que, voilà, comme les codes du hip-hop, ils sont organiques, tu peux aller... Moi, j'ai découvert, j'écoutais aussi bien de la musique kabyle que Fela, que Mozart, parce qu'en fait, je samplais beaucoup de choses pour faire du beatmaking en hip-hop. Et en fait, c'est exactement la même chose. Tu apprends plein de codes de la tech, tu casses les fantasmes, tu te dis en fait, non, parce que là, c'est un nid de poule. La vérité, c'est que c'est un nid de poule qui devient le Grand Canyon, la fracture numérique entre les gens. Et là, tu te dis, bon, ok, moi maintenant, je sais c'est quoi le gaming, etc. Bon, je peux m'emparer, au moins, je peux utiliser les éléments pour raconter mon narratif, ou au moins pour comprendre les différents narratifs qu'on essaye de me faire avaler pour le bien ou pour le pire. Et en fait, de là, de fil en aiguille, comme on tourne dans toute la France avec les différentes expériences, de fil en aiguille, j'ai décidé de commencer à créer des mini-festivals où on regroupe tout en même temps. Et comme ça fait de l'émulation. Et après, on a fait grossir le festival où l'idée, toujours rajouter une dimension de libérer l'imaginaire ou la potentialité.
On dit, OK, tu fais une expérience, on fait venir des entreprises, on fait venir des centres de formation et on crée des guides. À chaque fois que tu fais une expérience, tu scannes avec ton téléphone un code QR, tu reprends un guide. Par exemple, tu es monté sur un simulateur de course-poursuite futuriste en moto. Tu sors de ça, tu as tous les métiers qui sont recouverts par ce simulateur, tous les centres de formation qui sont en lien avec ces métiers-là. Par exemple, donc, tu sais que tu as du codage en Python, tu sais que là, tu as de l'IA, tu sais que là, tu as la cybersécu. Et à côté, tu as des centres de formation ou des boîtes qui engagent dans ces sociétés, tu vois, où tu fais une expérience de cinéma immersif. Bah, tu découvres les métiers du cinéma. Pas que les métiers artistiques, parce que pour moi, les métiers artistiques, ça ne s'apprend pas forcément à l'école, tu vois. C'est une énergie, c'est une vision que tu as. Généralement, les cinéastes, que ce soit Spike Lee ou les autres, ils disent, nous, on voulait aller à l'école de cinéma, c'est pas pour apprendre le cinéma, hein. C'était parce qu'on voulait avoir accès au matériel. Maintenant qu'on a accès au matériel avec moi, mon dernier film que j'ai fait aux États-Unis, on l'a fait avec plein d'iPhone 16 Pro Max. Et tu vois, on n'a pas besoin d'avoir 20 000 trucs. À partir du moment que tu sais optimiser ce que tu as, prendre ton environnement comme un capital et l'anglais de manière à ce qu'il soit optimum, tu peux faire beaucoup de choses. Et donc, c'est comme ça qu'est né le festival et qu'il a commencé à se déployer. Merci. Je pense que ça mérite vraiment d'être applaudi. Parce que ce serait intéressant que tu nous dises tout à l'heure, justement, quel retour tu tiens du public, en fait. Parce que quand tu arrives et que tu disruptes autant l'environnement des gens, en emmenant des technologies et en les mettant face à cette capacité d'innovation, forcément, tu produis de l'inspi, tu produis beaucoup de changements, tu transformes, en fait, les jeunes, quoi. Garde ça pour tout à l'heure, on va y revenir. Fred. Yes. Ouais, Fred et Bami, c'est intéressant que tu rebondisses par rapport à ce que vient de dire. Je te voyais même réagir en fait à ce que disait Nadir, parce que toi, tu te définis comme un digital artiste. Donc la technologie, en fait, tu l'as embrassée assez tôt dans ta pratique. Et finalement, moi, je me souviens la première fois que je vois une de tes expos dans le 6e, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce gars qui vient du Cameroun comme moi et qui, en plus de ça, change complètement l'imaginaire que je me faisais des images de Fela, de Mandela, de sportifs, d'artistes, et jusqu'à encore hier lors de l'anniversaire de Lumumba en 2021, où tu transformes encore l'imaginaire. Mais voilà, d'où ça te vient, ça, et finalement, c'est quoi ton intention en emmenant comme ça des figures des histoires, justement, de nos histoires au monde, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, parce que tu crées un électrochoc, et du coup, finalement, au monde, parce que l'art contemporain, comme disait Pascal tout à l'heure, c'est un véhicule qui est assez phénoménal, et toi, tu arrives à faire passer tout ça. Comment ça se passe pour toi ? Bonjour tout le monde. Déjà, je suis très honoré d'être là. Je tiens à préciser, Pascal Obolo, elle est une icône du hip-hop, parce que elle fait partie du premier groupe de rap féminin de l'histoire du hip-hop français. Et Nadir, qui travaille dans la VR, et je suis un peu un mélange des deux. Je suis un ovni. Alors, comment j'arrive dedans? Mais par ma folie. Par ma folie, le premier souvenir artistique que j'ai, c'est de dessiner sur les murs de ma mère à 6 ans. Donc ça commence bien, ça commence là. Et après, j'avais toute cette histoire, parce que je suis camerouno-français ou franco-camerounais, selon l'angle que vous voulez prendre. Et j'avais toutes ces histoires qu'on me racontait à la maison, et toutes ces histoires qu'on me racontait à l'école. Et ça ne collait pas. Et en grandissant, désolé, je vais vous faire beaucoup d'anecdotes, parce que ça va expliquer en fait ce que je suis aujourd'hui. Ma famille est très religieuse, donc je suis allé au catéchisme. Et au catéchisme, on m'apprenait des choses. Et j'étais toujours en train de discuter, oui, mais pourquoi? Et on me disait, mais tais-toi, c'est comme ça. Et du coup, ça a développé une grosse frustration en moi. Et je me suis dit, je vais toujours écouter les histoires et faire mes recherches pour voir s'il y a différents angles. Et je pense que ça a commencé là, en fait. J'ai toujours eu envie d'explorer les histoires, de comprendre, de voir les deux côtés, ceux qu'on nous raconte dans les livres d'histoire et ceux qu'on ne nous raconte pas.
Et du coup, dans ma pratique, j'ai toujours voulu développer, chercher, dépoussiérer, récupérer pour finalement avoir ma propre vision des héros, parce que je viens du comics. Moi, mes héros historiques, c'était les super-héros, c'était Superman, Batman, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'ils n'existaient pas, et je me suis dit, pourquoi ne pas raconter les histoires des vrais super-héros, et d'autant plus ceux de mon continent. Donc c'est comme ça que je commence à chercher, à découvrir, à dépoussiérer des histoires, parce qu'on a des tonnes d'histoires qui ne sont même pas encore racontées. Et quand j'étais gamin, moi, c'était Oliviero Toscani, ancien photographe de Benetton. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il est décédé il y a 2 ans. Et il faisait des pubs qui étaient juste pour moi stratosphériques. Et je me suis dit, je veux raconter des histoires comme ça. Et comme il avait beaucoup de couleurs, il avait beaucoup d'ironie, il avait beaucoup de sarcasme dans ce qu'il faisait, ça me plaisait. Et je suis pas aussi jeune, je suis des années 70. Et pendant cette période-là, 70, 80, 90, il y a eu beaucoup de couleurs, beaucoup de slogans. Et c'est aussi pour ça que je m'inscris dans le pop art, parce que pour moi, c'était cet univers qui racontait bien la société. Donc je me suis imprégné du pop art et de tout ce que j'avais comme histoire à l'intérieur de moi pour raconter ces histoires, alors nouvelles de par les outils, mais tellement alors pas réel, mais d'aujourd'hui pour moi, parce que finalement, je me recherchais dans tout ça. Qui j'étais. Je suis né en France, je suis parti au Cameroun, j'avais 10 ans, je suis revenu, j'en avais 18. Je me suis peut-être senti déraciné, comme beaucoup de gens qui n'ont pas de relation avec leurs origines. Et j'avais envie de raconter cette histoire-là dans mes visuels. Donc je récupère du passé, j'étudie au présent pour partager avec le futur. Et je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, ce que je présente dans mon art. Merci beaucoup de l'applaudir. Je reviens vers toi, Pascal. Cher Pascal. Je voudrais qu'on parle de la puissance transformative, en fait, de ce que tu fais, de ton travail, parce que finalement, ton travail, finalement, c'est celui de révéler et des archives, et des œuvres, et des auteurs, et des artistes, et finalement de les emmener avec cette forme de... Parce qu'il y a souvent ce mot qui revient chez toi, c'est la radicalité. Et pas que chez toi, d'ailleurs. J'ai beaucoup entendu chez les profils d'artistes qui travaillent dans les arts visuels. La radicalité est très importante. Pourquoi est-ce importante? Et comment est-ce que tu l'articules dans tous tes projets pour justement amener cette transformation et du regard et de l'autre? Surtout dans des contextes de société où on parle de marge. Si on parle de marge et qu'il y a un centre, souvent il y a un dominant qui maîtrise le centre et donc forcément des dominés. Donc finalement, comment tu utilises ces leviers pour push the boundaries, quoi? En fait, c'est vrai que cette question en tout cas, quand on voit la revue Africada, on a toujours allié théorie et pratique. C'est-à-dire que ce qu'on théorisait, à chaque fois, l'idée, c'était de l'expérimenter, de le acter et de voir, en fait, qu'est-ce que ça provoquait, par exemple, en nous. Si je prends, par exemple, le dernier numéro qu'on a fait, qui s'appelle Politic of Sound, comment les corps, comment les musiques et les sonorités réparent les corps et les récits. On a travaillé pendant 1 an et demi pour produire, en fait, cet objet. Et on a mis en place, par exemple, on a transformé un espace, un studio d'enregistrement. On a invité des artistes, des activistes à venir, en fait, créer, à venir partager des expériences, créer une forme un laboratoire sonore où on pouvait vraiment être dans cette forme non seulement d'innovation, mais aussi d'expérience collective et expérientielle. C'est-à-dire que vivre ensemble ce qu'on était en train de théoriser, parce que quelque part aussi, l'expérience collective, pour moi, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, de la force, et qui nous permet aussi, quelque part, d'avancer plus vite
ensemble. Et par exemple, je prends des exemples tout bêtes qu'on a expérimentés. Par exemple, la question de l'écoute. Penser la question de l'écoute collective, en fait, comme un acte politique, dans le sens où, en fait, s'il y a beaucoup de plus en plus d'incompréhension, de violence au sein des sociétés, entre les communautés, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps de s'écouter. Et donc, il faut rééduquer, en fait, l'oreille des personnes pour apprendre à nouveau à écouter l'autre. Et du coup, le fait d'écouter l'autre, de mieux comprendre ce que l'autre a besoin de te dire et de partager avec toi. Et donc, quelque part, de délier comme ça un peu certaines situations tendues qu'on observe tous les jours dans notre quotidien. Donc, c'est des choses, en fait, toutes simples comme ça qu'on a expérimentées. Par exemple, écouter ensemble la musique, lire ensemble un livre. Par exemple, c'est pas la même chose que quand tu lis dans ton coin tout seul un livre et quand, par exemple, on prend, je vais prendre un livre tout bête, je sais pas, Fanon. On le lit ensemble. Tu lis une page, j'écoute en même temps et tu ne réagis pas de la même manière. Même les mots qui pénètrent en fait ton corps n'agissent pas de la même manière quand c'est une lecture collective que quand tu es tout seul face à cette publication. En fait, c'est des expériences comme ça, toutes simples, qui font que, quelque part, ça nous transforme de l'intérieur, ça nous bouscule. On a suivi un sound system qui s'appelle Neboti Roots, et c'est un sound system qui joue dans un bateau tous les mardis soirs. Et donc, pendant 1 an et demi, on allait tous les mardis soirs, en fait, écouter ce sound system qui joue dans ce bateau, et dans ce bateau, il est en métal, dans l'eau. Et en fait, quand comme on joue beaucoup, en fait, c'est beaucoup les basses. Et en fait, les basses, en fait, ça te transforme, ça te touche en fait le bas en fait de ton intérieur. Et quand tu passes une soirée comme ça pendant 3 heures, il y a des formes de vibrations. Les vibrations, ils vont en même temps sur l'eau, qui retentissent en fait sur la coque du bateau, qui arrivent sur ton corps et qui quelque part répare en fait ce corps qui, quand tu arrives, tu es fatigué, etc. Et quand tu ressors en fait de cette expérience-là collective, et ben, tu te sens mieux, tu te sens plus léger. Et en fait, c'est des choses comme ça, en fait, toutes simples, qu'on a eu envie aussi, qu'on expérimente. Et puis aussi de penser le rôle et la place de la création sonore dans un espace politique. En quoi, aujourd'hui, le fait, dans certains textes, même des textes anciens, les textes de Bob Marley, quand tu écoutes Word, ce texte-là, il est d'actualité, il te pénètre. Et quand tu vois en fait toutes les guerres qui se passent aujourd'hui, et ben quelque part, c'est non seulement c'est un morceau qui n'a pas vieilli, mais d'une once, mais en plus qui était hyper futuriste, et que tu te dis, ben en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'en fait il décrivait dans ces morceaux. Et c'est en fait c'est un peu ce qu'on a voulu faire en fabriquant en fait cet objet, mais aussi on enregistre en fait tout ce qu'on produit, parce que le fait que nous créons nos propres archives, c'est quelque chose aussi qui est très important, parce que dans les institutions, c'est les institutions qui décident qu'est-ce qu'on archive, qu'est-ce qu'on n'archive pas, quel type d'histoire rentre, quel type d'objet rentre dans un musée ou ne rentre pas dans un musée. Et pour nous, c'est important, je pense, dans nos communautés, de s'approprier différents outils, surtout que maintenant, c'est assez facile avec un téléphone, comme tu disais, de filmer, d'enregistrer, etc. Donc de créer en fait ses propres archives pour après, quelque part, les partager avec les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il est important aussi de savoir qu'avant nous, nos aînés se sont battus, ils ont fait des choses, ils ont produit des choses, et qu'on vient toujours de quelque part, d'une généalogie. Et ça, c'est super important. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire dans nos communautés, de se revendiquer qu'on vient de quelque part, que nos anciens ont fait des choses, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et que c'est à nous de continuer cette lutte-là avec des nouveaux outils et d'avancer ensemble. Et ça, en fait, c'est un peu le travail, en tout cas, qu'on essaye
de faire. C'est pour ça que même dedans, il y a toujours une partie archive. Il y a toujours une partie archive dans le sens où soit on donne la parole à un ancien qui nous raconte un segment de son récit. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on apprend en fait aussi des manquements, des absences qui ont été quelque part aussi effacées. Et quelque part de les rendre visibles et de se dire et d'arrêter en fait cette façon de dire qu'on est les premiers à faire quelque chose, premier noir à voir ceci, premier noir à découvrir cela, etc., etc. Et que quelque part on est le fruit en fait de luttes qui ont été faites avant nous, mais comme elles ont été invisibilisées, on a l'impression d'être les premiers. Et moi j'encourage toujours les jeunes de dire quand tu fais quelque chose, retourne dans le passé, va chercher, tu trouveras en fait les réponses auxquelles tu t'opposes aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. Nadia, plusieurs choses ont été dites par Pascal qui parlent justement à la... Je vais revenir à la question que je voulais te poser et qui font le lien. Il y a effectivement pour moi, qui est important dans ce que je voudrais que tu nous dises aussi, c'est finalement comment tu arrives à transformer aussi ces jeunes à travers ces expériences, fait de les rendre acteurs aussi peut-être, de porter un autre regard sur eux, je ne sais pas. Et puis aussi, finalement, comment est-ce qu'ils interviennent dans le processus, finalement? Comment est-ce que tu les fais rentrer dans ton processus et de création et d'interaction, enfin, voilà. Et est-ce que ça produit chez eux? Alors, je voudrais juste ajouter qu'il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des anciens. On a très vite essayé de mettre des choses en place pour faire des connexions justement entre les jeunes et les anciens. On voulait même créer les EHPAD fantastiques, mais on n'a pas trouvé les moyens. Mais le but, c'était d'aller là-bas et de leur permettre de recréer des choses ou de faire des voyages, notamment au moment du Covid. Et après, il y a eu beaucoup de solitude. Tu vois, même des anciens qui sont dans des foyers. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours à titre personnel, c'est justement... Tu vois, quand tu grandis dans les quartiers, quand tu es petit, c'est un peu un village. Et quand quelqu'un découvre quelque chose, bon, toujours tu vas faire des matchs de foot entre nous et tout, mais quand quelqu'un découvre quelque chose, il a tout de suite envie de le montrer quand même à sa bande. Tu vois, il y a un truc. Et moi, je sais pas, je pense que j'ai gardé ce truc-là où quand je découvre quelque chose de fascinant, je me dis, oh là là, l'impact, si je le montrais à un tel, oh, lui, si, oh, ça, et je me fais un film tout de suite du truc. Et du coup, c'est vrai que quand tu viens, tu mets un casque, tu vois, sur une maman du quartier qui est loin de ça. Et en fait, les réactions, il y a autant de réactions d'individus, mais quand même, généralement, tu vois, il y a beaucoup d'a priori. Mais tu penses qu'ils vont aimer, même pour revenir aux jeunes, mais ça se trouve... Et moi, j'étais hyper confiant. Vraiment, hein, je me jetais dans le vide, mais j'étais hyper confiant, même en termes de business, on me disait, ouais, franchement, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent, etc. Et je sais pas, j'étais convaincu que ce qui me touchait, moi, allait les toucher. Alors, il y a plusieurs éléments. Un, par exemple, je vais donner une anecdote qui résume bien. Dans les quartiers nord de Marseille, il me semble, si c'est à Fontvert ou aux Égalades, on faisait de la création de monde en VR pendant un été hyper caniculaire. Les jeunes y viennent, c'est tendu quand même. Franchement, c'est encore une sphère différente dans les quartiers nord. Et il y a un jeune qui vient et il nous dit, ouais, à ce qui paraît ici, on peut créer ce qu'on veut et tout. On dit, ouais. Il dit, ok. Donc là, je peux créer un flingue. On lui dit, ouais, dans l'absolu, tu peux faire ce que tu veux. Elle me dit, ah, ok. Et il me dit, mais du coup, je pourrais l'utiliser après. Après, il dit, attends, c'est quoi le sport que t'aimes bien? Il me dit, le foot. Okay. Quel est ton joueur préféré? Ronaldo, CR7. Ok. Est-ce que ça te dirait si, pendant une semaine, il y a une semaine d'atelier dans ton quartier, pendant une semaine, on t'apprend à recréer à 360 en 3D, dans le monde immersif que tu veux, CR7, de la tête aux pieds, à ta mesure. Et c'est possible, ça?
Eh ben, donc on lui a appris, il a commencé, et pendant une semaine, il était toujours là, à l'heure, il lâchait plus le casque. Il a recréé son personnage dans sa capacité, mais ça peut aller très vite pour des jeunes qui sont doués, à sa mesure, à 360 degrés. Et tu vois, il était galvanisé par l'expérience. Et on s'est aussi aperçu, ça c'est quelque chose sur lequel j'aurais jamais pu imaginer. C'est pour ça que pour moi, l'action, limite, elle passe avant tout. Et à un moment donné, il faut faire, parce que si tu intellectualises trop, l'action, elle va te ramener des informations, elle va te ramener en fait un goût, une expérience inédite, tu vois, inimaginable. Et par exemple, on s'est aperçu que les jeunes, quand ils créent, il y en a, il crée, par exemple, il y avait une jeune fille à Trappes, je m'en rappelle, elle dit, mais qu'est-ce que tu crées, etc. Elle dit, je crée une fête foraine. Et tu mets le casque, une fête foraine, c'est-à-dire que tu le prends, c'est immersif, tu peux marcher, ça peut des centaines de mètres à l'intérieur de l'expérience. Et en fait, ce qu'ils aiment faire, eux, c'est créer une partie d'un monde et le partager avec leurs amis. Et l'ami, il le finit, et l'ami reprend le tien, toi, tu prends le sien, et vous convergez, comme ça. Donc ça, par exemple, c'est des expériences qui sont nées de là. Et une autre anecdote qui était vraiment pour moi le pic. Donc on faisait plusieurs expériences pendant une semaine dans un quartier qui s'appelle le Bois de l'Étang, que France Télévisions à l'époque avait appelé Chicago en Yvelines. Et cette jeune fille, donc elle était venue pendant une semaine et on lui avait fait tout le programme. Et donc il y a un moment donné où tu pars avec National Geographic, Machu Picchu, kayak, tu fais plein de choses. Et donc le lendemain elle revient et dit, par contre moi aujourd'hui je pars au Sénégal en VR, tu vois. Elle dit non, aujourd'hui. Et là, je lui ai dit malheureusement, il n'y a pas encore d'expérience en VR au Sénégal. Mais c'était mon objectif. C'était que maintenant, tu viennes avec ton patrimoine culturel. Tu vas ressentir la même frustration que moi. Parce que la VR et tout ça, c'est une chasse gardée. Ils ne veulent pas qu'on rentre. C'est même pas une volonté. Il peut y avoir des volontés comme ça, mais en plus, c'est qu'ils pensent même pas à toi, tu vois. Ou alors, il faut que tu sois, comique, marrant, tu vois, sans méchanceté. Mais tu vois, il faut que tu aies cet angle-là, tu vois. Et donc, du coup, bon et tout, ouais, voilà. Mais maintenant, peut-être tu fais des études, peut-être tu te formes. Demain, tu vois, ça veut dire que toi, déjà, tu manifestes le besoin de le faire. Donc, il y en a d'autres qui vont manifester ce besoin-là. Et tu peux manifester le besoin d'apprendre à le faire. Tu vois, tu vas pas être forcément que dans la consommation maintenant. Tu sais que ça peut exister. Au tout début, quand les jeunes mettaient des casques il y a 5 ans, ils comprenaient pas déjà l'interface. Ils disaient, mais où est-ce qu'on met une clé USB? Mais comment je vais pouvoir manipuler? Tu vois? Ils comprennent pas l'interface. Et ça c'est... Non, mais l'interface, t'inquiète pas, elle est comme ton téléphone, mais en VR. Ah ouais, mais si je veux accéder à des choses, mais tu as des stores. Tu as un store. Comme dans ton téléphone, tu as un App Store. Nous, à l'époque, un App Store, c'était abstrait avant que l'iPhone vienne. Et ben en fait, il y a des stores. Ah bon, ça veut dire que si je crée quelque chose, je pourrais le vendre. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a du business. Donc, tu vois, en fait, c'est tout ce chemin-là, un peu comme des connecteurs, voilà, de la même façon. Après, il y a un autre point, mais c'est assez universel, mais quand même, tu vois, là, il y a une actrice qui est maintenant très connue, qui est à la tête d'un film, etc. Là, Très jour, très nuit, je pense à Lina Coudry. Quand j'ai commencé la série Rebelle, qui était sur France Télé, et après, le long métrage dont je te parlais, qui m'a tellement frustré parce qu'on ne l'a pas fait, c'était elle l'actrice principale, avec Stéphie Selma. Et qu'est-ce que me disaient les gens du système? Mais non, mais elle n'est pas connue. Moi, j'ai eu la chance de la faire débuter, tu vois. Mais quand tu te bats pour des talents, la plupart des gens du système, mais non, mais ils essaient de te la faire remplacer par toutes les autres stars déjà existantes, tu vois. Et une fois qu'elle a réussi à émerger, et en fait, là, par exemple, sur le film sur l'adrénaline, la première expérience qu'on a fait sur les rodéos urbains, il y a une jeune fille qui s'appelle Sania Alifa, qui, pareil, a commencé dans ce film-là, et derrière, elle a pris le rôle principal dans le film de Maïmouna Doucouré, qui est aussi une amie, Awa, et qui maintenant joue dans un film sur TF1, j'ai oublié le nom, et qui continue ses études en même temps, tu vois. Et donc, on accompagne, on continue d'accompagner, en plus, à travers, tu vois, des expériences libres,
Là, sur le dernier film que j'ai fait, Le Vide, qui te plonge dans les conséquences des rixes, il y a un jeune de Trappes qui est hyper doué, pas que lui, mais plusieurs, et qu'on essaie d'accompagner, tu vois. Et en fait, là, ce qui est hyper frustrant, c'est que le système, c'est toujours la même chose. Comme il n'est pas connu, comme il n'a rien fait, comme ceci, comme cela. Alors, soit il va entre guillemets, artistiquement, il va périr, il va pas réussir à tenir, tu vois. Soit, à un moment donné, ok, il va rentrer dans le truc. Mais, tu vois, il y a des passerelles, à un moment donné, qui pourraient être exécutées avec beaucoup plus de vélocité et qui ne le sont pas. Mais en tous les cas, nous, alors, et un dernier point, c'est que là, les deux expériences dont on parle, le vide et l'adrénaline, c'était aussi pour agir sur mon environnement. C'est-à-dire que les problèmes de rixes, qui sont hyper présents dans nos quartiers, avec des drames, tu vois, voilà, tu vois, c'est des tragédies de vie, mais tu sais, et en plus, ça traumatise tout le monde. C'est-à-dire que ça va traumatiser des familles sur des générations entières, ce genre de choses, tu vois. Moi, j'ai des amis qui étaient avec moi au collège qui ont perdu leur fils de 14 ans, tu vois. Tu te dis, c'est possible. Et je te dis, avec tant d'opportunités en même temps, de connaissances, de pouvoir avoir toutes ces connaissances et pratiques. Et du coup, l'idée, c'était de créer une expérience qui va te plonger dans les réelles conséquences. Et comme l'expérience sur l'adrénaline, sans faire la morale, hein. Il n'y a absolument pas de morale. C'est juste, tu as envie de goûter à ça, vas-y, viens, on va te montrer c'est quoi la morgue, c'est quoi le cimetière, c'est quoi la vraie prison, c'est quoi, tu vois... quelque part, les conséquences de ces actes-là. Pareil pour les rodéos urbains. Et on a des réactions très, entre guillemets, positives, c'est-à-dire concrètes. Et d'ailleurs, les institutions souvent nous rappellent, pendant 2, 3 ans, 4 ans, parce qu'en fait, l'impact, à chaque fois qu'on vient sur les jeunes qu'on a eus à ce moment-là, il a été intense. Et la différence avec l'immersion, moi je continue à faire du cinéma, etc., mais la différence avec l'immersion, c'est que c'est pas quelque chose que tu regardes, c'est quelque chose que tu vis. C'est une nouvelle expérience voilà. Qui s'inscrit en toi. Et donc, voilà, tu l'as vraiment vécu. Et donc quand tu vas vraiment vivre les conséquences d'une rixe ou vivre une tragédie en bécane de crosse, dans une course-poursuite, tu es dans une voiture de police, les autres sont sur une bécane, tu vas vraiment le vivre. Tu vois, moi j'ai récupéré des casques qui étaient mouillés, très souvent. Donc les jeunes ont pleuré. Très souvent, il y a Aziz Diabaté dans le rôle principal des 2 films, et très souvent, qui est très apprécié par les jeunes. Et souvent, il y en avait qui venaient me voir en aparté. Et Aziz, il va bien parce qu'en fait, la façon dont la mise en scène est faite, c'est proche du réel. Et donc des fois, tu sais plus si tu es témoin d'un moment réel, tu vois, des choses. Donc voilà, donc on a vraiment des réactions très surprenantes et très engagées. Merci. Ouais, vous pouvez, allez-y. Laissez-vous aller. Fred. Toujours là. Ce qui est intéressant dans ce que Nadir vient de nous raconter, c'est finalement il parlait de passerelle tout à l'heure, c'est ce lien que l'on fait entre les propositions que l'on fait, les publics à quels elles s'adressent. Et puis chez toi, c'est aussi finalement, ce que j'ai observé ces dernières années, c'est qu'en plus de faire des liens entre des récits et des populations, quelque part portés à la mémoire auprès des futures générations, et en même temps, tu fais aussi le lien entre les territoires. Parce que je te vois en Asie, je te vois au Brésil, et finalement, du digital où tu étais sur des toiles, aujourd'hui, tu vas sur des... Enfin, tu as commencé par les murs, en fait. Tu nous as avoué que tu as commencé par les murs. Déjà. Et finalement, tu reviens sur les murs, mais avec le digital. Donc finalement, comment, toi, tu arrives à conjuguer, à faire les liens entre tout cela, et quelle est la réaction, justement, de tous ces publics lorsque tu adresses, finalement, des mémoires qui sont censées concerner des populations sur un territoire, et que, d'un côté, tu te retrouves sur des mondes complètement opposés. Par exemple, tu projettes Umiyobe au Brésil. Enfin, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, pour en arriver là, il a fallu que je sorte de moi-même. Il a fallu que je raconte mon histoire, que je me raconte mon histoire. Et dès que je suis sorti de moi, j'avais envie d'aller ailleurs. J'avais envie d'aller de l'autre côté, voir si j'y étais. Et je me suis rendu compte que j'y étais. J'étais dans beaucoup de choses, dans beaucoup de personnes, dans beaucoup de cultures. Et pour moi, c'est indispensable, en fait, d'aller voir ailleurs. C'est très indispensable d'aller rencontrer ces histoires qui, quand on les rencontre, finalement, sont les mêmes.
c'est juste des termes différents ou des noms qui ont changé. Et je vais vous dire un secret. Peut-être si vous ne me connaissez pas, je vais un peu me la raconter. Je suis l'un des seuls artistes pop art dans le digital d'origine africaine répertorié dans le monde. Et ça m'a donné l'occasion d'être invité dans des sphères où j'aurais pas pu être invité, de rencontrer des histoires que je n'aurais pas rencontrées, de partir, me perdre de l'autre côté du monde. Et le fait, par exemple, de projeter Umniobe sur un immeuble de 30 étages en plein milieu de São Paulo, c'est ce que ça me confère aussi. Et tu parles du Brésil. J'ai rencontré le Brésil il y a 2 ans. Je ne connaissais pas l'histoire du Brésil. Enfin, je connaissais l'histoire qu'on me raconte à l'école, qui était complètement fracturée de mon histoire africaine et de mon histoire camerounaise. Et c'est en travaillant sur un projet justement en VR, où avec mon collectif, on raconte l'histoire de Bimbia, qui est l'une des portes les plus importantes de la traite négrière, où dans cette résidence, je rencontre la personne qui est devenue ma binôme aujourd'hui dans le mapping, qui est brésilienne et qui me raconte une toute autre histoire de mon pays à moi. L'histoire, c'est que beaucoup d'esclaves qui partaient du Cameroun, ils allaient tout droit, Salvador de Bahia. Et elle me dit, viens au Brésil, tu vas te retrouver chez toi. Ni une ni deux, j'ai pris mon billet d'avion, je suis arrivé au Brésil, et dès que j'ai touché le sol, j'étais à la maison. Donc il y a ça. Et du coup, vu que j'ai un style spécifique dans l'art, je me suis dit, j'ai envie de raconter ces histoires-là que je rencontre, que je fais miennes finalement, avec mon style. Et apparemment, ça marche. Donc les gens m'invitent, veulent que je raconte des histoires avec mon style, avec ce côté Andy Warhol, ce côté Liechtenstein ou même Toscani, avec les punchlines que j'ai, les punchlines visuels. Et comme je disais au départ de cette question, mon rêve, en fait, déjà, je tombe dans l'art par hasard. Je n'étais pas censé être artiste. Maintenant, je le prends. J'assume. Mais j'ai toujours voulu exposer à l'extérieur. J'ai toujours voulu exposer dans des lieux urbains. Dans des lieux urbains, ça veut dire dans la ville. Ça vient de beaucoup de choses. Ça vient des gens qui n'arrivaient pas à venir voir mes expos en galerie parce que j'étais soit à Londres, soit à Paris, soit à Douala. Et j'ai commencé à développer ce que je fais maintenant quotidiennement, des expos sur mon Instagram, où je me lève un matin, je suis inspiré par quelque chose, je balance des visuels. Mais mon rêve, ça a toujours été de projeter des images sur des gratte-ciel. Et je commence à le faire. Comme tu as dit, j'étais au Brésil, j'étais à Salvador de Bahia, j'ai été à Lille, où pour mon deuxième mapping, le premier mapping, j'ai eu un prix au Brésil. Le deuxième, j'ai eu un prix au Festival des Lumières de Lille. En décembre, j'ai exposé en Chine. Et là, je suis invité pour le mois prochain dans une résidence à São Paulo. Donc, mon rêve, je commence à le réaliser petit à petit. Et je veux même plus que ce soit un rêve, finalement. Je veux que ce soit quelque chose où ça devient très, très normal. Commencer à exposer. J'espère que demain, je n'exposerai plus dans les galeries, mais sur des buildings. C'est mon rêve ultime. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question? Il est moins 5. On va prendre une question. Une question. Mais bien réfléchie. Est-ce qu'il y a une question du public sur cette thématique-là? Pas de questions? Eh bien, on va conclure alors. Très bien. Vous êtes sûr, hein? Ah ben, c'est bon. C'est l'occasion, hein, c'est l'occasion. Ah, il y a une question là-bas. Bonjour, merci à tous pour les présentations. Je voulais savoir si vous avez des idées, comment vous avez parlé de connexions sud-sud, comment vous pouvez proposer des actions comme vous faites ici en France, dans les autres endroits comme au Brésil, Amérique latine ou même en Asie. On collabore.
on collabore. Je collabore par exemple sur la résidence où je vais au Brésil là, avec un collectif qui est très connu au Brésil, Colectivo Negro, avec Tony Batista. Ma binôme avec qui m'a introduit dans le mapping, avec qui je fais tous mes mappings depuis 2 ans, s'appelle Bianca Turner. Elle vit à São Paulo. On communique, on travaille sur de la recherche, sur de la création visuelle, sur des animations. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert d'aller voir ailleurs, en fait. Moi, c'est naturel, mais il faudrait que les autres n'aient pas peur de cette collaboration-là, n'aient pas peur d'entrer sur un territoire étranger parce qu'on ne le connaît pas, d'y aller et d'ouvrir, en fait, parce que ça nous éduque, finalement. C'est ce que tu as dit tout à l'heure et c'est ce que tu fais. Ça nous éduque, ça nous ouvre, et souvent, ça nous ramène des réponses aux questions qu'on se posait tout seul dans notre coin, en fait. Donc, collaborer et peut-être avec cet événement-là, rencontrer des gens qui nous ouvriront cette porte. En fait, moi, je vais dire vite fait, nous, on a collaboré il y a 2 ans avec Miss Reed, où j'ai mis en place en fait une bourse qui s'appelle Biboc, et cette bourse-là, en fait, c'est pour soutenir en fait des éditeurs issus des territoires du Sud. On avait invité, par exemple, Omenelik, qui est une des très anciennes revues d'art afro-brésilien, et c'était la première fois en fait qu'ils venaient en Europe. Et pour la prochaine biennale, pour l'African Art Book Fair qu'on va organiser pour la prochaine biennale de Dakar, on aimerait effectivement rentrer en connexion avec des éditeurs brésiliens qui produisent en fait tout ce qui tourne autour de l'art brésilien. Donc nous, on est très très ouverts et on a vraiment envie de développer ce lien et de créer ce pont entre l'Afrique et le Brésil. Et donc, s'il y a des gens, des éditeurs brésiliens qui sont dans la salle et qui sont intéressés pour avoir plus d'informations par rapport à l'African Art Book Fair, on est super ouvert pour les inviter et collaborer avec eux pour la prochaine édition. Voilà. Je m'inscris dans tout ce que mes partenaires viennent de dire. Et pour ma part, j'ai fait à un moment donné un peu comme j'ai fait en France au début. J'ai pris une flotte de casques. Je suis parti en Égypte, dans un village à côté de Luxor. On a commencé à faire de la VR dehors au bord du Nil. Après, on l'a fait en Polynésie. Et l'année dernière à Atlanta. Et il y a 2 ans, on est parti à Rio. Et on a fait des repérages, on a fait un peu de connexion, tout ça. Mais on n'a rien fait de concret encore là-bas. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit de manière générale. Et je fais un documentaire qui s'appelle 24 Hours Before the Metaverse and the AI, et qui est dans 24 pays. Voilà. Et donc, on essaie de faire ça. Fabriquer des nouveaux récits depuis les marges, c'est une affaire de sensible, parce qu'on crée des récits qui touchent, qui impactent, qui peuvent transformer, qui créent des ponts entre des territoires. Et comme vous l'avez vu, que ce soit avec Nadir Youlin, Fred Ebami, Pascal Obolo, on crée, on innove, et surtout on veut collaborer, puisqu'on est dans le cadre de l'année du Brésil en France. Il y a des trajectoires, là, il y a des possibilités. Donc, je pense que c'est un bon moment pour ça. Je vous invite à les rencontrer à l'issue de cette table ronde pour échanger avec eux, prendre leurs coordonnées. En tout cas, je vous demande encore une fois de plus de les applaudir pour... Et une dernière photo de famille, c'est bon. Merci.